Bon, le compte à rebours est commencé. C'est tic-toc, tic-toc. Êtes-vous prêts? Avez-vous tout ce qu'il faut? Est-ce que la dinde est dans le frigo? Est-ce que les cadeaux sont emballés? Moi, les cadeaux, je pense pas que les cadeaux sont emballés. Reste à être acheté. Comment veux-tu les emballer s'ils sont pas achetés? Exactement. Parle-moi de ça, un gars à la dernière minute. Moi, ouais. Pour vrai, t'es sérieux? Tes cadeaux sont... On est le 23, on enregistre le 23 matin. Il m'en reste à acheter. Reste, hein, ouais. Oui. C'est la course contre la montre est bel et bien entamée. Fait que t'aimerais ça qu'on finisse ça au plus sacrant, cet enregistrement, pour te précipiter. On peut prendre notre temps, mais en autant qu'au fil de la conversation, vous me donniez des idées. Ou que je puisse magasiner en ligne pendant. C'est ça, exactement. Marc-Antoine, tu cherches une stats? Non, c'est exactement ça. Parce que normalement, tu sais, si le balado dure assez longtemps, peut-être que je vais avoir des objets dans mon panier. Ouais. Puis ils vont rester là suffisamment longtemps pour me donner une escompte additionnelle. C'est ça le truc. Ben oui. Je comprends. Martin, lui, tout est fait. Moi, je suis marié avec une guerrière du temps des fêtes, mon vieux. Tout est réglé. On a 4 enfants, une petite fille. Tout le monde a un bas de Noël. Tout le monde a des cadeaux, évidemment. Tous les cadeaux sont achetés, emballés sous l'arbre. Fin prêt. Est-ce que tu reçois? Recevez-vous, oui. Le 24? Le 24 et le 25. Et là, les deux? Et habituellement, le 31 décembre, mais pas cette année. Alors, vous êtes tellement bien organisé, votre repas du 25 est déjà sur la table. Presque. Il est au micro-ondes. C'est ça. le timer est réglé, j'aurais juste à peser sur Start. Non, c'est incroyable. Je m'estime chanceux parce que ce serait grave si c'était moi qui étais responsable. Mais c'est une bonne opération, donc ça prend de l'organisation. Moi, je suis quelque part entre les deux. Je dirais, les cadeaux sont achetés, on ne reçoit pas, donc c'est plus relax. J'ai des petits pains à faire, mais mes protéines sont achetées. Donc, c'est ça. Je suis dans les temps. OK. C'est bon. J'allais te demander si t'es né pour un petit pain, mais... J'ai des petits pains. Non, ben, écoute, le jury délibère, toujours. On verra. Je trouve que non. Oh, nous deux, hein, cette année, c'est passé quelque chose. C'est l'année de... La bromance. La bromance qui commence. OK, aujourd'hui, en plus, comment ne pas être romantique avec une actualité comme celle-là? Revoici Philippe. Une autre semaine de 625, je les calcule. Le Canadien est constant. 3 points c'est-à-dire 5 points sur 8. Bing bang. Et c'est quand la dernière fois que le congédiement d'un entraîneur adjoint a donné quelque chose? C'est tellement hockey, épisode 451. Avec votre chroniqueur au service des sports, votre chroniqueur principal, oui, pas n'importe quel, Monsieur Martin Leclerc. Salut, Martin. Messieurs, bonjour. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Je m'appelle... Marc-Antoine qui n'avait pas de karaoké hier soir. Non, alors je suis en pleine forme. C'est l'autre, c'est un autre, Marc-Antoine. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense que c'est ça que Phil est connu pour qu'est-ce qu'il est capable d'emmener côté défensif. Pas dire qu'il n'est pas capable d'emmener l'offensif. Je pense qu'il a fait 27 buts, fait 2 ans. Mais pour notre équipe, je pense que c'est d'avoir l'expérience, d'avoir un centre gaucher en même temps. Quelqu'un qui a déjà joué souvent contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe, ça nous emmène quelque chose de plus. Où étiez-vous quand vous avez appris le retour de Philippe Danault? Parce que ça s'est été annoncé comme tard vendredi soir. Oui. Mm-hmm. Moi, je gossais sur mon téléphone et j'ai été happé. Parce qu'il y avait le gel qui était à minuit. Exact. C'est ça? Donc, ça se pouvait même que la transaction de Mason Marchment a été annoncée plus tard, ou du moins... Non, avant minuit aussi. Ah oui? Oh. Non, mais je veux dire après celle de Danault, dans la chronologie. Donc, pour les couches tard, vous étiez premier sur l'info. J'allais dire, ça se dessinait. Il y avait du bruit autour de ça, mais degré de niveau de surprise quand vous avez entendu la confirmation de ça? Oui, non? Bien, moi, ce qui me surprend dans cette acquisition-là, c'est le prix à payer. Ouais. Parce que je pense pas que le Canadien aurait été à l'aise de céder des actifs vraiment intéressants pour pouvoir aller chercher un vétéran.
Ouais. Ils ne sont pas dans ce mode-là. Le choix de deuxième ronde, cependant, ils en avaient 2. C'est sûr que c'est quand même un actif intéressant, un choix de deuxième ronde. Ça a une valeur. Tu peux faire des choses avec ça. Mais en même temps, c'est pas comme si le Canadien avait cédé un de ses 2 reins là, pour pouvoir aller chercher Philippe Danault. Donc, ce bout-là m'a étonné parce que les Kings de Los Angeles, c'est une équipe qui... Leur ligne de centre est appelée à être vulnérable. Andrzej Kopitar va prendre sa retraite à la fin de la saison. Ils ont Quinton Byfield, puis ils ont Philippe Danault qui est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. Alors, de céder Danault à une autre équipe sans aller chercher un joueur de centre en retour, ça les place potentiellement dans une position plus difficile. Alors, peut-être que ce choix de deuxième ronde-là, ils vont l'utiliser pour faire d'autres transactions, mais si Ken Holland voulait aller chercher un joueur de centre en retour, c'était un petit peu déshabiller Paul pour habiller Jacques. Là. C'est pas évident de trouver des partenaires de danse qui disent nous, on a besoin d'aide au centre, fait que Philippe Danault nous intéresse, mais oui, on va vous donner un joueur de centre en retour. Ah non, c'est vrai, on a besoin d'aide au centre. Ben oui, c'est ça. On n'en a pas. Alors, c'est peut-être difficile de conclure une transaction de cette manière-là. Alors, ça s'est fait... je sais que Philippe est content de venir à Montréal, mais du côté des Kings, je suis surpris de l'empressement avec lequel aussi ils l'ont fait parce que ils auraient pu attendre aussi de voir quelle sorte de marché il y avait pour Danault. Puis manifestement, ils ont jugé qu'ils n'auraient pas plus que ce qu'ils ont eu là. Alors, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le timing du côté de Los Angeles, c'est difficile à... Est-ce que c'est Holland qui est en poste quand on a... Parce que moi, je sais que ça va moins bien. Est-il blessé, Pierre-Luc Dubois? Mais c'est ça le parallèle vers lequel je vais. Là aussi, on s'est débarrassé de Dubois. T'sais, ça n'avait pas marché la première année, puis c'était comme urgent là, de... Puis je sais que Comper a bien fait là, par après, mais en même temps, sur papier, enfin, ça a bien tourné des deux côtés. Là, mais, oui. Est-ce que c'est Holland qui était là? C'était encore Rob Blake. Mais ouais, on est comme un peu, je sais pas, impatient ou... Qu'est-ce qu'il y avait à gagner tant que ça là, de faire ça avant, justement, le gel des transactions? Écoute, c'est une très bonne question. Tu regardes le type de joueur qui est Philippe Danault. Là, c'est un gars qui est reconnu pour être un travaillant, être un bon coéquipier, un gars qui... tout le monde l'aime. Quand l'enjeu augmente, c'est un gars en séries éliminatoires, c'est un bon joueur. Ouais. Il y avait un très mauvais début de saison et tu regardes ça et tu dis, il me semble qu'ils ont décroché rapidement. Ouais. En même temps, il y a un changement d'administration. Peut-être qu'eux ne le voyaient pas dans leur plan. Les partisans du Canadien sont contents que Philippe revienne. Je pense que ça va être positif. Mais en même temps, tu te dis, les joueurs de centre sont extrêmement rares sur le marché. Danault, je pense pas qu'il y ait une mauvaise réputation à travers la Ligue. Et les Kings n'ont pas pu avoir plus qu'un choix de deuxième tour. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le genre de prix que tu payes, un choix de deuxième à la date limite des transactions pour un gars qui est en location. Pour terminer son contrat. Soutien, ouais. C'est ça. Ouais. Et Philippe, il lui reste une année. C'est peut-être pour ça que c'était pas trop cher à payer. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Moi je pense qu'il va en donner plus aux Canadiens que ce qu'il en donnait avec les Kings. Puis des fois, un athlète, quand il sent qu'il n'est plus dans les plans avec une organisation, ça l'éteint un peu. Je trouve qu'Alexandre Texier est un bon exemple de ça. C'est vrai. Ouais. Et des fois, Martin Saint-Louis a le don aussi de redonner de la vigueur un peu à des joueurs ou de les recadrer. En tout cas, on verra ce que ça donnera, mais moi, je pense que c'est très positif pour le Canadien. Pour l'avoir entendu, puis là, je ne veux pas faire de la sur-spéculation, mais pour l'avoir entendu en entrevue avec Martin Maguire et Danny Dubé, c'est ça, je pense que c'était pas... Ça faisait un petit bout là, qu'il y avait quelque chose là, dans l'ambiance entre Danault et l'organisation. Là. Je veux pas... Il était même parti à l'écart de l'équipe depuis... C'est ça, les matchs, les semaines ou les jours précédents, mais... En principe, il avait raté des matchs à cause d'une grippe, mais là, la grippe, c'était... Il est guéri, là. La grippe s'était poursuivie, oui, c'est ça. Mais son rôle a diminué beaucoup. Et ça, je pense que ça l'agaçait. Ouais. Je ne sais pas exactement à quoi il va s'attendre en arrivant à Montréal, plan... Moi, je ne m'attends pas à voir le Philippe Danault là, de ses meilleures années à Montréal, où il y avait un rôle de premier plan chez le Canadien. Le premier centre. C'est ça. Alors là,
il va avoir fort à faire pour tasser Oliver Kapanen. Par contre, il arrive dans un rôle principalement, comme le disait Kent Hughes, principalement défensif. Être un peu un genre de Jake Evans gaucher, si on veut. Il jouait presque plus presque plus. Il jouait beaucoup moins en infériorité numérique avec les Kings cette année. C'était seulement le 6e attaquant en termes de temps de jeu en infériorité numérique, alors que c'est un gars qui est habitué d'être sur le premier duo. Là. Ce qui va, sûrement place qu'il va retrouver, ça. Exactement. On ne se pose pas tant de questions. Ça. Alors, ça, c'est très bien. Je trouve que ça apporte vraiment de l'oxygène à Evans, à Suzuki également, soutien aux mises en jeu pour tout le monde. Je trouve qu'il vient combler des besoins quand même assez spécifiques. C'est sûr que, le contrat, il est ce qu'il est, là, puis les gens peuvent bien dire, ouais, mais là, à ce compte-là, pourquoi le Canadien n'a pas retenu Christian Dvorak à... Ben, c'est une bonne question. Oui, mais sauf que Parce qu'il y a un lien. Mais leurs destins sont croisés. Je veux bien, sauf qu'on se pose cette question-là à la lumière, de la saison que Christian Dvorak a à Philadelphie et non pas des années qu'il a donné à Montréal. Et 2, le besoin d'un joueur de centre de ce type-là est aussi né du fait que Dak et Newhook ne sont pas là. Alors, il y a un... Sinon, je ne suis pas sûr que cette transaction-là a lieu. T'sais. Alors... c'est intéressant ça, parce que c'est pas juste cette année, Dano. Là. Il va être là l'an prochain aussi. Donc, c'est pas un diachylon. Là. La ligne de centre, c'est l'épine dorsale d'une équipe. Philippe Danault, c'est un centre solide. Il y a une production quasi inexistante cette année, puis malgré ça, défensivement, il gardait la tête hors de l'eau. Il est capable de jouer avec des bons joueurs. Il a un bon sens du hockey. Marc-Antoine parle du désavantage numérique. Il faut se rappeler, quand Danault est parti après les séries éliminatoires de 2021, durant ces séries-là, le Canadien avait maintenu un taux d'efficacité de 93,5 %. C'était le meilleur taux d'efficacité de l'histoire de la Ligue nationale en séries éliminatoires. Là. Et on a identifié ça comme un gros point d'interrogation au début de la saison, et encore plus avec toutes les blessures qui sont survenues. Fait qu'ils vont lui trouver une utilité. Puis, tu sais, Philippe Danault à Los Angeles, il jouait dans une équipe là, qui avait de la difficulté à atteindre un éléphant dans un corridor offensivement. Là. Ils ont de la difficulté à marquer des buts. C'est pas une équipe dynamique, etc. Là, il va débarquer dans une équipe où la rondelle se promène, où il y a des défenseurs offensifs autour de lui, il y a un bon sens du hockey. Je suis sûr qu'offensivement, ça va l'allumer plus que l'environnement où il était. On s'attend à 0 de ce côté-là, mais je suis sûr qu'il va en donner plus. Du bonus. Il va finir par en donner plus. Fait que ça va être utile. Et c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Tu as besoin d'avoir des gars qui ont du vécu. Mais j'accroche là-dessus. Si Dak et Newhook sont en santé, parce qu'au début de l'année, si quelqu'un avait dit Philippe Danault va revenir à Montréal avant Noël, personne aurait été capable d'envisager ça. C'est comme quoi, quand tu es DG, il y a une notion de tu es constamment en train d'ajuster ton plan. Mais comme Martin dit, Kirby Dach, c'est pas un centre... c'est quoi l'expression que tu as utilisée en parlant de Danault? C'est un centre établi. Kirby Dach, c'est pas un centre établi. Alex Newhook non plus. Même si les deux sont en santé, il y avait une opportunité là, elle a été saisie, ça n'a pas coûté grand-chose. Est-ce que ton équipe est meilleure avec Evans comme 3e centre ou avec Evans comme 4e centre? C'est ça. Et est-ce que... Parce qu'il y a toujours le fantasme. Moi, on l'entend là, depuis des mois. Là, ça prend un deuxième centre. Mais quand tu regardes comme il faut, là, il y a peut-être, je sais pas, 5 équipes dans la Ligue nationale qui ont réellement là, un premier et un deuxième centre qui sont des dynamos offensives. Tu sais, la plupart des équipes ont une ligne de centre ou il y a des compromis à faire. Et là, avec Danault dans le portrait, tu parlais d'épines. Cela dit, Jake Evans est blessé, puis enfin, il y a peut-être matière à s'inquiéter? Ou... en fait, il n'est pas là au match de ce soir à Boston. On verra un peu plus tard le résultat des examens. Ça pourrait... Il y a peut-être raison de s'inquiéter, là, puis ça se peut très bien que ce fameux portrait-là de Danault sur un trio et Evans de l'autre, on attend très, très longtemps avant de le voir. C'est pas écarté comme possibilité. Mais, tu sais...
dans le cas de Danault, il vient aider. On dirait que le développement de la saison, la façon dont les choses se déroulent, on vient identifier des besoins plus immédiats qui sont aussi corollaires de la performance de gars comme Oliver Kapanen. Je pense pas que personne s'imaginait que Kapanen réussirait à afficher ce genre de hockey-là qui est très mature, très responsable, puis aussi incongru que ce soit d'avoir 3 jeunes joueurs au sein de ton deuxième trio, d'avoir un centre recru pour diriger ton deuxième trio, ben ça marche. Alors là, l'urgence du fameux deuxième centre n'est plus tout à fait là. Ben, ça évolue. Ça évolue. Puis, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais on peut... Si le Canadien peut se débrouiller, garder ses billes puis les utiliser autrement, ben tant mieux. Mais, je regarde Danault, son contrat est valide jusqu'à la fin de la saison prochaine. Après quoi, peut-être qu'il a été aussi acquis comme étant une forme de mesure transitoire jusqu'à ce que Michael Hage soit bien implanté chez le Canadien. Il devrait... je pense que je ne serais pas surpris qu'il finisse la saison soit à Montréal ou bien à Laval, mais à Montréal peut-être, là, et qu'il gradue dans les rangs professionnels, pourrait peut-être se trouver un poste avec le Canadien la saison prochaine, puis dans 2 ans, être un joueur qui a un certain impact avec l'équipe. Et l'état-major du Canadien aime beaucoup ce qu'elle voit de Michael Hage. Peut-être qu'on voit en lui un futur deuxième centre. Alors là, on maintient un semblant de structure en attendant que ce gars-là soit là. Puis dans l'intervalle, le fait d'avoir Kirby Dach qui devient un peu une police d'assurance au centre, l'acquisition de Danault permet de transférer Dach à l'aile puis de solidifier ton top 6 de cette manière-là. Ou, pire aller, ton top 9. C'est ça, exactement. Ouais. Faut dire que, et là, c'est mon nouveau... c'est mon nouveau Lane Hutson, c'est mon nouveau Demidov, c'est Slavkovski. C'est vrai que ça va, Kapanen, ça va bien, puis Demidov, ça va bien, mais... C'est lui la locomotive de ce trio-là. Soudainement, il s'est passé ça. Ça se fait peut-être un peu au détriment du trio de Suzuki, mais reste que il y a comme un équilibre qui est en train de se créer. Enfin, il n'y a personne qui va être... comment dire, Danault était tellement apprécié autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Je parlais de romantisme. Ouais. Il y a quelque chose à quelques heures de Noël, il y a un petit quelque chose. C'est le fun, mais il ne faut pas être trop nostalgique non plus. Quand il va commencer à disputer des matchs, Philippe, il va voir que Brendan Gallagher, son ancien partenaire au sein du premier trio, a ralenti. Puis les partisans vont probablement voir que lui aussi, Philippe, c'est plus tout à fait le même joueur. Mais c'est pas tous les joueurs, quand ils arrivent près de la trentaine, entreprennent une phase de déclin, là, mais c'est pas un déclin aussi marqué que ce qu'on voit au point de vue statistique. Là. Un gars passe pas de 40 points à 10 points durant une saison. Et quand tu es juste un joueur offensif, le déclin, ça fait très mal parce que ça se voit. Mais quand tu es un joueur qui peut exceller défensivement et aider dans d'autres phases, c'est moins... Tu gardes ton utilité. Fait que ça sera positif. Kapanen est 687e en ce moment dans la Ligue nationale en possession de rondelles. Sur le contrôle des tentatives de tir. Non, mais c'est quand même... c'est son seul défaut. C'est parce que... Non, mais c'est pas... c'est parce que le Canadien va entrer dans une phase où là, le jeu va se resserrer, où ça va être la lutte pour participer aux séries éliminatoires. Fait que c'est pas un luxe. C'est toujours pas... Marc Bergevin disait t'as jamais trop de défenseurs, mais t'as jamais trop de gars capables de... Oui, mais ça, c'est vrai. Les indicateurs de possession de rondelles ne sont pas avantageux pour le trio. Grand monde en général chez le Canadien. Ouais. Je faisais la recension des résultats durant l'année de calendrier 2025. Puis c'est le fun parce que le Canadien a une belle fiche, là, autour, grosso modo, le 8e dans la Ligue nationale, peut-être 9e ce matin. Donc, au niveau du résultat, ça a très bien été en 2025, mais il y a beaucoup d'indicateurs au niveau là, du partage des tentatives de tir, des chances dangereuses de marquer, des buts attendus, tout ça sont dans le dernier tiers. Là. Ouais. Alors, à un moment donné, soit que... Ça veut dire qu'ils ont du talent, ça. Quand ils ont des occasions, ils sont capables de... Ben oui, puis peut-être que ce talent-là, ce jeune talent-là, fait en sorte que
les performances ou les résultats sont déjà là en attendant que le processus, finalement, suive le résultat. Ou encore, ce n'est qu'un écran de fumée, puis à un moment donné, il va y avoir une sortie de route. Ouais. Il y a eu, à une certaine époque, sous Michel Therrien, le Canadien était une équipe qui était dans les bas-fonds au niveau de ces indicateurs-là, puis Carey Price venait tout biffer ça, tout masquer ça. Alors là, il n'y a pas de Carey Price, mais il y a une jeune attaque qui est... Opportuniste. Exactement. Ouais. Puis alors, peut-être que éventuellement, tous ces indicateurs-là vont être tirés vers le haut, mais à mon sens, Oliver Kapanen n'est que le reflet de ce que cette équipe-là donne collectivement. Là. Est-ce que c'est la performance de Fowler Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Là. On ne pratiquait pas aujourd'hui. Il n'allait pas jouer aujourd'hui, puis on ne pratique pas lundi. Puis demain, c'est congé. Fait que, il travaille ses choses à Montréal. Puis mardi, c'est Fowler de voir le départ à Boston. Bon, j'avais pas tant l'intention de parler des gardiens. Non, mais c'est comme une marotte. T'as le choix, hein? Oui, mais il y a quelque chose dans les notes de Martin qui ont piqué ma curiosité. Bon, évidemment, ça se passe bien pour Fowler. Blanchissage en fin de semaine. Puis, très bien. Hein? La chance de jouer à Boston... Ça, c'est bon. C'est formateur. Quand tu as joué à Boston College. Ça doit être... Ça peut être... Il y a quelque chose de romantique aussi. C'est Noël. C'est un petit garçon de quel coin déjà? Floride. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Parce que, c'est ça, il a joué à Boston, mais c'est pas, il n'est pas originaire de là. Non, ben, parce que le plan avec Montembeault avait été établi et communiqué. Il devait revenir avec l'équipe après, c'était 2 matchs contre... Cleveland, voilà. Puis là, c'est pas ça qui arrive, mais moi, j'avais compris que... J'avais pas compris. J'avais pas compris grand-chose. Est-ce que le Rocket, il n'y a pas de match pendant... Ils sont en congé? Non, c'est ça. Ben, étant donné qu'il n'y a pas de match, je pense que c'est la raison pour laquelle l'équipe s'était commise à 2 matchs. À rappeler Montembeault immédiatement. Je comprends pas trop pourquoi. Ils avaient dit OK, il va venir. C'est déjà acquis qu'il va revenir nous rejoindre dimanche. Mais bon, écoute, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Puis finalement, ils reculent un peu. Mais Montembeault, il est où, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la région de Montréal. Là. Il est chez lui. Ben là, il doit être sur la glace à quelque part. Oui, j'imagine. Je veux dire, il est pas... Mais il va rejoindre l'équipe après le congé de Noël. OK. Donc, il pourrait très bien se retrouver devant le filet à Tampa Bay. Tu sais. Et à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse jouer. C'est ça. Mais tant que les 2 autres gagnent ou vont bien, c'est... Ouais. Ça devient un cas de gestion, de gestion délicate, là. Puis il n'y a personne qui a plus intérêt à ce que Samuel Montembeault fonctionne que la direction du Canadien, parce que, écoute, ils ont combien de matchs d'expérience dans la Ligue nationale de Besch et Fowler ensemble? Il y a 39? Au total, là, je pense qu'on arrive à 40, là, au total, 39 ou 40. C'est peu. T'es comme à découvert un peu. Fait que un duo de recrues devant le filet, là, ça a toujours bien marché. C'est ça. C'est une formule éprouvée, ça. C'est l'idéal. Quand tu conçois une équipe de hockey, c'est ça que tu veux. Aller nager parmi les requins, aller apprendre à nager parmi les requins. Fait que le Canadien, par-dessus tout, a besoin que son gardien numéro 1 fonctionne. Mais là, c'est une course, c'est serré dans l'Est. Et les 2 gardiens recrues dont nous discutions vont bien. Ouais. Est-ce que c'est à Tampa Bay contre une équipe avec qui tu te bats pour la tête de la division, qui est le bon moment? Est-ce que c'est en Floride contre les Panthers, contre les champions de la Coupe cette année? C'est pas évident. Puis tu viens de le renvoyer pour conditionnement, Samuel Montembeault, dans la Ligue américaine pour qu'il retrouve ses réflexes. Est-ce que tu le laisses encore 2 semaines sur la ligne de touche pour qu'il perde ça? Fait que ça devient compliqué. Mais je comprends pas qu'il soit pas dans l'entourage de l'équipe, ne serait-ce que de s'entraîner. Je pense qu'il y a une question salariale derrière ça, là. Ouais. Ben oui, parce que... Il touche son salaire pareil pendant son renvoi. C'est vrai. Mais non, mais au niveau du plafond, non. Il me semble que j'ai vu... Non, mais c'est vrai qu'il demeure quand même dans la formation des 23 joueurs. Absolument. Ouais, je sais pas. Écoute, moi, on s'entend là. Parce que là, on dit qu'il peut continuer à s'entraîner, mais l'entraîneur des gardiens du Canadien doit suivre l'équipe.
Peut-être qu'il va travailler avec Marco Marciano dans la région de Montréal, je ne sais pas. L'entraîneur de gardien du Rocket. Ça reste particulier, ou du moins... Je sais pas, il me semble, comme tu dis, il faut que tu t'en occupes, mais là, tu t'en occupes pas, il est chez lui. Ouais, Il est pas laissé à lui-même, là, mais il est pas dans l'entourage de l'équipe. Hein. Non, mais je pense que Martin aussi l'a bien expliqué, avec une journée de congé lundi, puis juste un morning skate le mardi. Morning skate à 3 gardiens. Ouais. Est-ce qu'il va aller chercher grand-chose là-dedans? Ça aide pas grand monde. Hein. OK. Bon, d'accord. Mais cela dit, on a tous hâte de voir à quel moment il sera réinséré dans la ça va formation. devenir, ça va devenir. Puis, en tout cas, je ne suis pas capable d'imaginer un scénario où est-ce que ce ne sera pas un peu extrême en termes d'attente. Pas d'attente, mais... C'est parce que là, il n'a plus le luxe d'avoir... Il n'y a plus beaucoup de contre-performances dans sa poche arrière. Il reste plus beaucoup de vie là, à son jeu Nintendo. Là. Alors... enfin, une analogie que tout le monde peut comprendre. Ouais. Il est sur sa dernière vie. Presque. Se mettre 2 sur 3, mettons. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Là. Oui. Alors, c'est peut-être plus sophistiqué aujourd'hui. Gauche-droite, haut, bas, gauche, haut, droit. En tout cas, mais... en tout cas, le Canadien, au risque de me répéter, je crois que le Canadien a grand besoin que Montembeault se retrouve et que Fowler, aussi bon soit-il, aussi bon deviendra-t-il, puis je pense qu'il va être le meilleur des trois, là, il gagnerait à retourner un petit peu dans la Ligue américaine parce que sinon, dans l'intervalle, si le Canadien décide de le garder dans le giron de l'équipe, c'est que participer aux séries éliminatoires devient la priorité numéro 1 avant le fameux succès à long terme. Parce que tu veux... Il y a un équilibre à trouver. À quel moment... où est-ce qu'on trace la ligne entre demander à Fowler qu'il nous donne des services maintenant pour qu'on puisse participer aux séries, puis s'assurer en même temps qu'on fasse ce qu'il y a de mieux pour son développement. Alors, mais jusqu'à maintenant, par exemple, on ne s'est pas approché du précipice. J'ai pas senti que le Canadien avait placé Fowler dans une position où il ne serait pas capable de gérer les situations qui sont devant lui. Somme toute, l'expérience jusqu'à maintenant se passe relativement bien. Là. C'est quand même... C'est beau de voir un jeune gardien arriver dans la Ligue nationale puis démontrer cette assurance-là, cette confiance-là. En même temps, c'est inquiétant. C'est Fowler qui a été le gardien le plus solide. Ouais. Peu importe ce que Dobech a réussi au mois d'octobre, il se tapait beaucoup de rondelles, mais techniquement, Fowler, il est impeccable quand tu compares à Dobech. Dobech, contre les Pingouins, dimanche soir, là, il a fait les 4 nages. Là. Il a nagé devant son filet. C'est quoi les 4 nages? C'est le crawl, le dos, la brasse, le papillon. Okay. Ouais, tu parles à quelqu'un qui passe son temps à la piscine aux Jeux olympiques. Là. Techniquement, des fois, j'ai l'impression qu'il régresse. Il est très combatif, mais il perd son filet, il dépasse son filet, il se retrouve sur le dos, il est en position vulnérable. Fait que tu regardes ça comme dirigeant d'équipe, tu te dis, wow, c'est notre gars qui est à sa première saison professionnelle, qui est notre pilier à date, ou celui qui démontre le plus d'assurance. En même temps. Ouais, on verra. Faut que ça commence à m'emmener. Ouais. Hein? Faut que quelque chose commence quelque part. Je sais pas. Une formule creuse de votre choix. Mais Martin, vois-tu, je veux pas faire de l'enflure ou des comparaisons boiteuses inutilement. Ça sent le titre du balado, ça. Là. Mais vois-tu j'ai comme l'impression que dans ce scénario-là, il y a comme un Patrick Roy, un Doug Soutard puis un Steve Penney. Uh-huh. Ça ressemble à ça? Parce que avec Montembeault dans le rôle de Steve Penney. Puis mettons que Doug Soutard était lui aussi une recrue. Là, ça ressemble à ça. Puis peut-être que c'est un mariage à 3 qui va se prolonger, où ils n'auront pas le choix de continuer. Pour pas dire on plonge avec 2 recrues, puis on va peut-être avoir besoin du vieux gardien à un moment donné. Puis si Fowler continue d'être solide, lui donner au moins cet environnement-là pour dire il n'y a aucune pression, tu es entouré, ça ne repose pas juste sur tes épaules à toi. Tu n'es pas seul, petit. Ouais. Mais les ménages à 3, des fois, écoute, ça, c'est un exemple.
Mais si je lance ça, j'avais jamais pensé à ça avant, là, mais si Fowler continue de s'afficher comme étant le meilleur des trois en ce moment, peut-être que la solution, ce serait de renvoyer Dobèche à Laval pour qu'il joue davantage puis garder Montembeau comme adjoint à Fowler. Ben, il va y avoir des jeux comme ça. Là. Ouais. Ou du moins, ces jeux-là Parce que c'est sont possible. possibles. C'est ça. Dobèche, tu peux le renvoyer à Laval sans problème. Ce qui n'était pas le cas avec notre ancien ménage à trois. Vous vous en souvenez de celui-là? Ah oui. On ne pouvait pas renvoyer personne à Laval. Puis ça, c'était ça le problème. C'était pas propre comme ménage. Bon, avez-vous pleuré quand Sidney a dépassé Mario? Où étiez-vous? C'est ma formule, ça. Où étiez-vous le jour où Sidney Crosby... Devant mon téléviseur, Alexandre. J'étais dans mon salon. Je faisais je travaillais. Je travaille. Non, mais c'était attendu. Ça faisait quoi? Plusieurs jours, là, plusieurs matchs là, que Crosby avait la chance de rattraper. Et c'était écrit dans le ciel. Que ça allait se faire... Oui. C'est formidable. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais que le passage du flambeau... Évidemment... Mario Lemieux l'a réussi en moins de matchs, là. Mais il y a une raison à ça. Oui. Mais sauf qu'il y a... il était bon, oui. Mais je trouve que, compte tenu de tout l'aspect mentorat des premières années de Crosby, je trouve qu'il y a un lignage qui est romantique. C'est le thème de l'épisode. Je pense que c'est surtout l'aspect romantique de ça. Parce que je pense pas que le fait que Crosby soit devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Pingouins veut dire qu'il est le meilleur joueur de l'histoire des Pingouins. C'est parce que il a pris pas loin de 6 saisons complètes de plus que le mieux pour atteindre ce nombre de points-là. Ils ont joué à des époques différentes, par contre. Mais c'est vrai que le côté romantique de ça, Sidney, l'affiliation. Sidney habitait chez Mario quand il est arrivé dans la Ligue nationale, puis le mieux était revenu au jeu. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de beau là-dedans, mais Crosby, tu regardes... Mario Lemieux va toujours rester le gars qui a eu une moyenne de pas loin de 2 points par match durant sa carrière en jouant avec un dos en mauvais état. 1,88 points par match avec un dos fragile. Ah, puis de légendaires alliés, là. Oui. Hein? Des gars, là... Brown, là, comment il s'appelait, donc? Rob Brown. Warren Young. Oui. C'est ça. Classique. Et écoute, je me souviens d'une histoire de Lemieux à son dernier match avec les voisins de Laval en saison régulière. Il y avait un de ses coéquipiers qui n'avait pas marqué ou qui n'avait pas marqué depuis des mois. Puis il avait dit à l'entraîneur, c'est la fin du match, il avait dit, tu m'embarques avec lui. Lui, il embarque sur la glace, puis il avait dit au gars, va te poster, va-t'en devant le filet, garde ton bâton sur la glace. Puis il lui avait fait marquer un but. Ça, c'est fin. C'est fin. Mais Crosby, quand même, parmi les joueurs, les patineurs qui n'ont pas joué dans les années 80, dans les joueurs de la Ligue nationale, et qui ont joué 900 matchs ou plus, c'est lui qui a la moyenne de points la plus élevée, 1,24. Quand même. Fait que c'est peut-être le plus grand joueur de son époque. Les gens parlent beaucoup d'Ovechkin et tout ça, mais je pense que Crosby est un joueur plus complet. Là. Ben oui. Dans offensif, défensif, leadership, etc. Fait que c'est ça. Ils ont joué à des époques différentes. Ce sont des joueurs différents. Mais Mario Lemieux, écoute, c'était un surdoué. Là. Je pense, même si Crosby finit sa carrière avec 300 points de plus que Mario Lemieux, il n'y a personne qui va pouvoir dire que Crosby était plus talentueux que Lemieux, je pense. C'est intéressant, ça. Mais est-ce que ça nous ramène pas un peu aussi à tempérer... j'ai pas la statistique en tête, mais Ovechkin a marqué plus de buts que quand il a rejoint Gretzky, il y avait eu plus de matchs aussi, non? De mémoire... Et des milliers de tirs de plus. Oui, c'est ça. C'est correct, là, puis on veut pas... Non. Mais ça reste que Mario Lemieux, c'est ça, il n'y en a pas d'autres. Je parle de Gretzky parce que c'est pas mal ça, là. Ben, s'il avait joué le même nombre de matchs que Gretzky, il y aurait le débat à savoir qui est le plus grand. Exactement. Ça aurait été un débat beaucoup plus houleux. Déjà entre les deux. C'est comme dire Niklas Lidstrom a eu 227 points de plus que Bobby Orr en carrière. Ouais, mais c'est ça. Bobby Orr. Il a joué la moitié. Je sais pas, là, mais c'est pas... Il a joué comme 640 matchs de plus que Bobby Orr, Lidstrom. OK, les jeunes, là. Mais non, hey, wow. Mais Lidstrom était...
le meilleur défenseur de son époque. Exact. Puis, l'analogie est bonne parce que c'est vrai que Crosby aussi a ça, c'est que c'est des gars qui n'ont pas de défaut. Ils n'ont pas de défaut. Ouais. Ils n'en ont pas. Et ça, ça reste exceptionnel. Alors, félicitations. C'est bien. Pas de défaut, c'est un bel objectif. Un petit mot sur les Maple Leafs, parce que, et on va conclure avec ça. Marc Savard, qui s'est fait congédier comme entraîneur adjoint. Moi, je pense que c'est l'étincelle dont ils avaient besoin. Je pense que c'est pas fin. Non, mais ils ont... c'est peut-être un sparadrap sur la blessure. Oui, c'est quand la dernière fois, c'est ça. On en parlait avant l'enregistrement. Ça rappelle Perry Pearns, qui était l'entraîneur adjoint de Jacques Martin quand... Ça commence à faire longtemps. Hein? Ouais, ça commence 2011. à faire longtemps, Martin, mais je suis pas mal sûr que le balado existait. Ou du moins... C'est 2011. Là. Ah non, OK, je capote. je suis perdu. C'était probablement nos conversations à la radio le matin. C'est ça, à la radio satellite. Bref, il y a là... enfin, je trouve que c'est tellement le présage de quelque chose de pas plus spectaculaire, mais c'est tellement le présage d'une tempête à venir, ce genre de congédiement. Ben, je pense que la tempête est déjà bien amorcée à Toronto. Oui, mais... Parce que c'est une équipe qui s'est longtemps définie par la production offensive de son noyau dur. Un noyau qui, on ne réécrira pas l'histoire, mais qui a perdu Mitch Marner et qui ne semble pas vouloir s'en remettre. Mais là, Marc Savard, c'était l'entraîneur adjoint responsable de l'avantage numérique. Et la supériorité numérique des Maple Leafs est dernière dans la Ligue nationale avec seulement 13,3 d'efficacité. C'est lamentable. C'est une équipe qui a toutes sortes de difficultés à marquer des buts. Même des gars comme Austin Matthews et William Nylander ne trouvent pas le fond du filet à l'heure actuelle. Donc, on trouve une solution à portée de main pour pouvoir créer un genre d'électrochoc, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce qui sera... Pas sûr que ça va être suffisant pour relancer les Maple Leafs parce que structurellement, c'est une équipe qui me semble mal construite. C'est une équipe qui n'a aucune confiance en ses moyens à l'heure actuelle. Ils ne sont pas offensifs. C'est ça. Ils ne sont pas défensifs. Ils ne sont pas robustes. Oui. Alors voilà, c'est un peu Yann. L'entraîneur ne sait plus quoi faire avec eux. Non, ce qui est dommage, c'est une équipe de Yann Boulis, là. C'est ça. Ce qui n'est pas si pire, mais là, 23, ça, c'est autre chose. Hein? Oui. Alors, non, on dirait que le mariage entre Craig Berube et ce groupe de joueurs-là n'est pas... Mais pourtant, l'an passé, c'était pas un problème. Puis je peux pas croire que la seule absence de Mitch Marner fasse débarquer tout ça. Écoute, c'est une équipe qui était basée sur un noyau de 4 joueurs, qui a perdu... un joueur extra qui a perdu une super vedette de la Ligue nationale. J'en conviens. Ils se sont pas redéfinis. Moi, je pense que la seule philosophie à adopter pour cette équipe-là au début de la saison, c'était d'arriver et de dire, les gars, nous sommes désormais une équipe défensive. On va gagner nos matchs 3-2, 3-2, 3-2. Il n'y a pas d'autre issue que ça. Et de faire adhérer tes joueurs à ça. Et au contraire, ils ont connu... Je me souviens d'une chronique que j'ai écrite au mois de la mi-novembre. Ils avaient leur pire début de saison. Défensivement. Depuis les années 90. Là, ils accordaient des buts à la pelletée. C'était lamentable défensivement. Et on dirait qu'ils ont essayé... Ils ont collectivement essayé de combler l'absence de Marner en disant, on va se porter plus à l'attaque, puis on va marquer plus de buts et les gardiens nous sauveront. Là, ils se sont replacés un petit peu défensivement, mais l'attaque n'est pas là. Puis c'est extrêmement négatif. Là, ce matin, dans les quotidiens torontois, tout le monde plante la haute direction des Maple Leafs pour dire c'est ridicule de congédier l'entraîneur adjoint, c'est l'entraîneur qui fallait congédier. Fait que là, c'est... Ah là, c'est fini. Mais en même temps, le projet, le virage défensif
de Craig Berube, il l'a implanté dès l'année dernière parce que dans le fond, c'était de dire, écoutez, avec cette équipe-là, on s'est buté aux mêmes embûches année après année, puis pour réussir à passer par-dessus nos problèmes puis nos vieux démons, ben on va adopter une approche un peu plus défensive. Ils ont réussi à jouer du hockey plus serré l'année dernière. Ça n'a pas finalement résulté en de meilleurs résultats, sauf qu'il y avait un effort. Je pense que les joueurs, l'année dernière, faisaient OK, après les années Sheldon Keefe, on va l'essayer. On va essayer ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit des méthodes qui soient encore très, très populaires. Puis, si tu regardes, Austin Matthews n'est plus l'ombre de lui-même. T'sais. Il a l'air d'un... Ouais, il a l'air d'un centre de deuxième trio. Il a l'air désintéressé par moment, mais il n'y a pas l'impact sur les matchs. Nylander a été tout feu, tout flamme pour commencer la saison. Puis là, il s'est un peu éteint. Puis c'est un gars qui, quand il commet des erreurs, elles sont... on les voit en 4K. Mais c'est ça. Puis, fait que je sais pas où est-ce que ça s'en va, cette équipe-là, mais c'est dans le Dallo, c'est là que ça s'en va. Ouais. Il y a quelques collègues qui ont fait, des confrères plutôt, qui ont fait des reportages au sujet de Matthews, là, qui ont utilisé les statistiques avancées qui démontrent qu'il patine moins vite, ses accélérations sont moins prononcées, que son tir est moins il a perdu de la vélocité. Ça fait quelques saisons qu'il joue en dépit de blessures. Mais il est quoi? Il a 29 ans? Il est en fin de vingtaine, il n'a pas 30 ans encore. Non, il n'est pas encore 30 ans. Non. C'est rapide pour connaître un déclin comme celui-là. Puis il a perdu le gars qui lui passait la rondelle le plus. Là. Il a 28. Ouais. C'est très inquiétant. Et ils ont un président à Maple Leaf Sports and Entertainment qui est M. Pelly qui a l'air assez sanguin. Qui, au mois d'octobre, disait c'est la fenêtre pour la Coupe Stanley est ouverte, c'est maintenant que ça se passe. Alors là, écoute, ça annonce absolument rien de bon. Là. Bon, mais j'entends personne pleurer. Ben écoute, ils sont en ce moment dans leur pire séquence depuis sous de l'époque Austin Matthews. Ils pourraient très bien rater les séries pour la première fois en 10 ans. Ouais, quand même. Hein. Puis là, ça, enfin... C'est ça. Je disais tantôt, qui aurait pu prédire, exemple, que Philippe Danault rejoindrait le Canadien cette année, mais qui aurait pu prédire que les Leafs... Je pensais pas que la chute allait être aussi moi brutale. Non plus, c'est ça. Je voyais que c'était en train de se dégonfler, là, mais là, la chute a été particulièrement brutale. Sauf que on parle de chute. Je garde à l'esprit le fait que dans l'association Est, le calendrier, pas le calendrier, mais le classement est complètement loufoque. Tu perds 2 matchs, puis t'es dernier. T'es dernier, là. Tu gagnes 2 matchs. T'éternues, puis c'est ça. C'est serpent et échelle en ce moment. Ouais. D'ailleurs, les Bruins se battent ce soir. Pourquoi? Pour éviter les bas-fonds de la conférence. Là. Il n'y a pas longtemps, il était pas loin. Il était à quelques points du Canadien. Et Marc-Antoine, tu disais que les Leafs étaient bons défensivement l'année passée, 8e dans la Ligue. Ils sont 25e présentement, tout juste derrière le Canadien. Ah oui. Il faut garder ça en tête. Ouais. Et dans le contexte que l'on vient de décrire, c'est ça. Il n'y a pas eu trop de montagnes russes à date à Montréal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Non. Et pendant ce temps-là, l'équipe de l'heure dans la Ligue est aussi dans l'Association de l'Est. Ils ont 6 victoires consécutives. Pouvez-vous les identifier? Les sabres de Buffalo! C'est l'effet Bergevin. Oui, exactement. les gars savaient que Marc s'en venait. Oui, c'est ça, avant. C'est un pré-effet. C'est quand même drôle, hein? Y a pas, des fois, on voit un sursaut chez des joueurs quand il y a un changement d'entraîneur. Puis là, on dirait qu'il y a un sursaut après un changement de directeur général. Peut-être que le message où il y a un niveau de confiance dans la façon dont le bateau va être mené, donc, un niveau de confiance qui est élevé. Qui est plus élevé, en tout cas. Moi, je me suis dit aussi, peut-être que c'est une façon de dire wow, notre entraîneur, on aimerait ça, on préférait qu'il reste aussi, parce que avec un nouveau DG, ça mène cette possibilité-là, qu'il y ait un changement d'entraîneur, puis là, soudainement, c'est ça. Ils ne savent plus perdre. Fait que c'est peut-être aussi un espèce d'endossement que les joueurs font à ouais. Non? Je sais pas, c'est parce que là, Lindy Ruff... il est, si je ne m'abuse, il quitte de toute manière
à la fin de la saison. Ah. Il est sur le point de prendre sa retraite. Là. Ça, c'est... Alors, Ça, un entraîneur qui décide de s'en aller, moi, j'ai toujours trouvé que c'est un luxe. Hein? C'est l'entraîneur qui décide. Paul Morris avait fait ça à Winnipeg. Il a dit non, je m'en vais. Il pensait pas finir avec deux Non, c'est ça. C'était C'était une bonne décision, finalement. Enfin, bref, à garder en tête, Buffalo qui va peut-être arrêter. Ça va peut-être arrêter d'être Buffalo. C'est peut-être Toronto qui va être Buffalo. C'est une saison complètement folle. Ouais. Ça pourrait être un bon moment pour la disette dure depuis quoi? Depuis 2012, absence des séries pour les Sabres? Oui, c'est 14 ans de suite sans séries éliminatoires. C'est long, là. Dans un contexte de plafond salarial censé favoriser la parité. Il faut travailler fort pour réussir ça. Il en reste 2 en 2025. Oui. Ça? Donc, semaine prochaine, on est en mode party de bureau. Oui. C'est un enregistrement qu'on a fait il y a une semaine maintenant. Mais comme on fait depuis quelques années, où on revisite l'année de calendrier. Puis je vends le punch. 2025, c'était une bonne année pour le Canadien. Il en sera question, notamment. Oui. Donc, ça, c'est. Avec des crudités et des sandwichs, pas de croûte. Voilà, mais comment dire, au sens figuré, plus qu'au sens propre. Ce sera publié le 26 décembre 2025, n'est-ce pas? Et le 31, il se passe de quoi? Et on sera là. Nous serons là. Puis il y aura eu, évidemment, de l'actualité un peu. Le Canadien va avoir disputé quelques matchs. Puis si, là, c'est quoi ce quoi-là qui se passe? Ben, c'est l'annonce de l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques de Milan. Alors, aussitôt que c'est annoncé, là, on prend même pas le temps là, d'enlever nos manteaux. On s'installe, puis, je sais pas, j'allais dire on bitch. Non, je sais pas. On n'est pas content. Non, mais il va y avoir des surprises. On est content. Il va y avoir des agréables surprises. Il y a eu des blessures. Il y a eu quelques joueurs qui ont sous-performé. Il y a des gars qui ont été très bons, des jeunes qui ont... Fait que il y a matière... Ce ne sera pas la même équipe c'est pas une équipe facile à assembler. Quand tu es sélectionneur de l'équipe de Slovaquie, les choix s'imposent pas mal. Tu n'as pas besoin vraiment de regarder les matchs. C'est ça. Sans doute que tu en regardes quelques-uns, mais au Canada, c'est pas... Oui, c'est un peu plus compliqué. Alors, justement, on regardera ça. On sera là pour regarder ça de plus près le 31 avec un épisode à être publié là, en fin de journée. Juste à temps pour... avant le bye-bye, ou je sais pas. Rien à faire de même. Absolument. À la place du bye-bye. Ben oui, laissez faire ça. Bon. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Tu feras des blagues. Je ferai Les gens, au lieu d'écouter le bye-bye, ils écouteront tes blagues. Ben oui, venez pour le... Ben oui. Même niveau, même ressources. Pareil. Merci, Marc-Antoine. C'est plaisir. Joyeux Noël, Marc-Antoine. Ben oui. J'allais oublier. Et joyeux Noël à toi et tes proches. Ben oui, une bonne veillée pour la Noël. Hein? J'aime ça, le Noël au féminin. La Noël. Ça a l'air plus féerique. La nuitée de Noël. La nuitée de Noël, c'est ça. Une nuitée. Et obtenez une deuxième nuitée à 50%. Ouais. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment et joyeux Noël à toi et tes proches. Je vous souhaite plein de bonheur, messieurs. Merci. Avec vos proches. Et à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, ça sent bien, là. Wow. Okay. Ils vont les avoir. Ils vont les avoir, leurs souhaits. Parfait, vas-y. Bouge pas. Jacques-Alexis Bernardin, d'abord. Joyeux Noël, mon vieux. Merci infiniment. Tu es le signataire de Tellement Hockey. Et à vous tous et vous toutes qui êtes là, et qui cliquez, et qui écoutez, et qui participez, merci infiniment pour ça. Un très, très joyeux Noël à vous tous, à vos proches. Puis joyeux Noël à tout le monde. Même ceux là, qui cliquent pas. Même ceux qui le méritent pas. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.